Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue dans le Grand News et merci de nous recevoir. Dans l'actualité de ce samedi 2 août 2025, un duel explosif entre deux géants de la droite américaine, Donald Trump d'un côté et de l'autre Rupert Murdoch, un magnat de la presse. En toile de fond, l'affaire Epstein est une guerre médiatique qui secoue les coulisses du pouvoir. Notre page sport ce soir, le phénomène Léon Marchand, après son triomphe aux Jeux Olympiques de Paris, le nageur français ne compte pas se reposer puisque direction l'Australie où il poursuit d'ailleurs son perfectionnement animé par une seule obsession, repousser ses limites. La disparition d'une légende du théâtre mondial, Bob Wilson, qui s'est éteint à l'âge de 83 ans, maître de la lumière et de l'épure. Il aura marqué l'opéra, la scène contemporaine. Il aura laissé une empreinte indélébile et profonde en France. Hommage dans le Grand News. Dans cette édition également, le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Une mesure discrète mais lourde de conséquences. Des millions de Français, notamment les retraités et les classes moyennes, verront leur facture fiscale grimper. Détail dans un instant. Et enfin, notre enquête du Grand News ce soir, sous la pression de la rue et les alliés occidentaux, l'Ukraine fait marche arrière. Kiev rétablit l'indépendance de ses agences anticorruption après des semaines de tension. Mais derrière cette décision que révèle ce bras de fer entre institutions, pouvoir politique et société civile, ce sera l'enquête du Grand News, enquête d'ailleurs dans un pays en guerre contre l'ennemi intérieur. C'est un bras de fer comme l'Amérique n'en voit rarement. D'un côté Donald Trump et de l'autre Rupert Murdoch, le patron de l'empire Fox et de Wall Street Journal. Au cœur de leur affrontement, la révélation d'un nouveau élément sur les liens présumés entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, relayé par les médias de Murdoch. Le milliardaire new-yorkais crie à la trahison politique tandis que l'empire Fox vacille entre soutien politique et logique éditoriale. Voici l'enquête sur une guerre ouverte entre deux figures de l'ultra-droite américaine. Deux hommes puissants, deux destins entrelacés, et aujourd'hui, un clash retentissant. Donald Trump et Rupert Murdoch, longtemps alliés sur le terrain politique et médiatique, se livrent désormais une guerre froide qui pourrait bien faire imploser la droite américaine. Le point de rupture, une enquête publiée par le Wall Street Journal, propriété de Murdoch, qui évoque des échanges anciens entre Trump et Jeffrey Epstein, le financier sulfureux mort en prison en 2019. C'est une attaque déguisée contre Trump, affirment ses proches. En coulisses, l'ex-magnate de l'immobilier menace même de porter plainte pour diffamation, évoquant une tentative de sabotage médiatique orchestrée selon lui par le vieil homme d'affaires australo-américain. Pour Rupert Murdoch, ce n'est pas une première. L'homme d'affaires n'a jamais hésité à se séparer d'un allié devenu encombrant. Il l'avait déjà fait en 2016, avant de finalement rallier Trump, puis à nouveau pris ses distances après l'assaut du Capitole en 2021. Murdoch voit Fox News avant tout comme un produit. Si Trump nuit à sa rentabilité ou à sa crédibilité, il n'hésitera pas à le sacrifier. Mais Trump, lui, a besoin de l'appui de Fox News pour espérer reconquérir les électeurs républicains. L'audience est là, mais la relation, elle, est plus glaciale que jamais. C'est d'une profonde ironie que la défense de la liberté de la presse se retrouve entre les mains du crocodile Murdoch, dont Trump s'est servi. En toile de fond, un autre duel, celui de Trump face à Ron DeSantis dans la primaire républicaine. Et Murdoch, une fois encore, pourrait bien faire pencher la balance. Il aurait pu lever le pied après son sacre olympique, mais Léon Marchand est un nageur à part. À seulement 22 ans, il incarne la nouvelle génération tricolore, recordman champion olympique. Il mérite parfois son humilité, sa méthode et poursuit sa progression avec une curiosité rare. Depuis Singapour, il enchaîne les entraînements déterminés à rester au sommet. Voici le portrait d'un champion qui ne veut jamais s'arrêter. Regardez. C'est un nom que la France a appris à applaudir à l'unisson, Léon Marchand. À 22 ans, il est devenu la figure de proue de la natation française. Triple médaillé à Paris, il aurait pu savourer son triomphe. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. À peine les Jeux terminés, direction Singapour. Objectif, continuer de progresser. Puis cap vers l'Australie, avec son entraîneur de toujours, Bob Bowman, ancien mentor de Michael Phelps. Car pour Léon Marchand, chaque détail compte.
Et sa curiosité est son moteur. J'aime comprendre, j'aime découvrir. Je veux toujours m'améliorer, expliquait-il récemment aux journalistes français. Déjà détenteur du record du monde du 400 mètres 4 nages, Léon ne veut pas en rester là. Il cherche désormais à dominer sur d'autres distances, d'autres styles. Et pour cela, il perfectionne son dos, sa technique, son explosivité. C'est aussi un changement de rythme. Pour se réinventer, le Toulousain a choisi de s'éloigner quelque temps du cocon familial. Et pour cause, dans les piscines de Brisbane, en Australie, il nage avec l'élite mondiale, dans des conditions optimales. Léon Marchand est un surdoué, mais surtout un perfectionniste. Il étudie ses concurrents, teste des approches inédites. Il a une approche scientifique de la natation, presque chirurgicale. Pourtant, malgré son talent éclatant, Léon reste encore méconnu du grand public international. Aux États-Unis, certains journalistes s'étonnent encore de ne pas voir plus souvent son nom dans les médias. Cela ne semble pas le déranger. Car Léon préfère le haut flash et les chronos aux interviews. Sa priorité, s'accomplir et ne jamais se contenter de ses acquis. Un mental d'acier, une ambition discrète et une soif de progrès infini. Léon Marchand est bien plus qu'un champion, c'est un modèle de travail et d'humilité. Il a réinventé l'espace, le silence, les gestes et la lumière. Robert Wilson, immense metteur en scène américain, est décédé jeudi dernier à l'âge de 83 ans à New York. Inventeur d'un théâtre radical et visuel, créateur d'univers en clair-obscur, il a profondément influencé l'art de la mise en scène contemporaine. Son œuvre, longtemps célébrée en Europe puis en France en particulier, continue d'inspirer. Voici le retour sur le parcours de ce génie de la scène contemporaine. Il était l'un des plus grands artistes de la scène mondiale. Robert Wilson, créateur hors norme, s'est éteint jeudi dans l'État de New York. À 83 ans, il laisse derrière lui une œuvre monumentale, à la fois esthétique, sonore et sensorielle. Formé aux arts plastiques, architecte de formation, Wilson s'est très tôt détourné du théâtre traditionnel. Il impose un langage scénique radical, fait de lenteur, de silence, de lumière millimétrée et de mouvements chorégraphiés. Un théâtre presque hypnotique, où chaque geste a son poids, chaque mot sa respiration. En 1976, c'est le choc. Einstein on the Beach, opéra minimaliste coécrit avec Philip Glass, secoue Avignon puis le monde entier. Une révolution esthétique. Aucun livret, aucun récit linéaire. Juste un flux d'images, de sons et de lumière. Il a bouleversé les règles du théâtre. C'était un plasticien de la scène. Avec lui, l'espace devenait un tableau, la lumière un acteur, selon un expert. En France, Bob Wilson a trouvé un public fidèle. L'Odéon, le théâtre de la ville, le Festival d'Avignon, mais aussi la Comédie Française l'ont accueilli. Il y mettra en scène Shakespeare, Racine, N.R. Muller, Jean Genet. À l'opéra, il impose sa signature visuelle, Wagner, Puccini, Debussy ou Bizet, tous revisités à travers ses tableaux scéniques silencieux et saisissants. Il rend le silence expressif, l'immobilité vivante. Je ne cherche pas à raconter une histoire, disait-il. Je cherche à créer une émotion, un rythme, une présence. Son travail influencera toute une génération, de metteurs en scène comme Warlikowski ou Castellucci, à des plasticiens comme Laurie Anderson ou Marina Abramovic. Jusqu'à la fin, Bob Wilson poursuivait son exploration du vide, du mouvement, du visuel. Sa dernière création, The Life and Death of Marina Abramovic, reste l'un de ses projets les plus aboutis. Robert Wilson, maître du silence et de la lumière, nous laisse une œuvre qui continue d'éblouir et d'interroger le regard. C'est une mécanique discrète mais redoutablement efficace pour remplir les caisses de l'État. Le gouvernement envisage de geler le barème sur l'impôt sur le revenu. En clair, il ne sera plus ajusté à l'inflation. Une mesure technique qui pourrait coûter très cher aux classes moyennes, aux retraités ou encore aux petits propriétaires. Le manque à gagner pour les ménages estimé à plus de 12 milliards d'euros tout de même. Voici le décryptage de nos équipes. Chaque année, le barème de l'impôt sur le revenu est révisé pour tenir compte de l'inflation. Mais en 2026, ce principe pourrait être mis entre parenthèses. Le gouvernement envisage de geler les tranches d'imposition, sans les adapter à la hausse des prix. Résultat, des contribuables verront leur impôt grimper,
sans pourtant avoir gagné davantage en pouvoir d'achat. Une hausse fiscale déguisée, selon les économistes. Et si le SMIC, les prestations sociales et le barème sont stables, peu de personnes verront leur situation changer. Mais pour ceux dont le salaire est décorrélé du SMIC, comme les cadres et les classes supérieures, l'impôt augmentera, selon la ministre des Comptes publics. Sont donc principalement concernés les retraités modestes, les petits propriétaires, les foyers avec enfants, ou encore les salariés dont les revenus suivent de près l'évolution des prix. Cette mesure est injuste car elle ne dit pas son nom. On ne change pas les taux, mais on élargit leur portée. C'est une manière de faire rentrer 12 milliards d'euros supplémentaires sans augmenter officiellement les impôts. L'an prochain, ce gel pourrait faire passer plus de foyers dans les tranches supérieures. Pour certains, le passage à la tranche à 30% ou 41% entraînera un net recul du revenu disponible. Dans un contexte de pouvoir d'achat déjà tendu, la mesure interroge. D'autant que depuis 2020, les Français ont subi de plein fouet l'inflation alimentaire et énergétique. Mon salaire a à peine bougé depuis 2 ans, mais mes impôts augmentent. J'ai l'impression d'être pris au piège, raconte un travailleur interrogé. Le gel du barème serait un levier budgétaire efficace pour l'État, mais un coup dur pour les classes moyennes. Et cette fois, sans hausse de taux, il n'y aura pas de compensation automatique. Pour l'heure, aucune décision officielle n'a été prise. Mais si cette option est retenue dans le budget 2026, elle fera sans doute grincer bien des dents. C'est un sujet au cœur de l'actualité ukrainienne, mais aussi un symbole de l'engagement démocratique du pays. L'Ukraine vient de rétablir l'indépendance de ses agences anticorruption, une décision saluée à l'international. Mais pourquoi cette indépendance avait-elle été remise en cause ? Qui a réellement pesé dans la balance ? Notre équipe a enquêté sur les pressions, les batailles politiques, les enjeux de transparence. C'est l'enquête du Grand News et elle est signée Bernard Fleury. Kiev, en plein cœur de l'été. Sous une chaleur écrasante, les marches du Parlement ukrainien ne désemplissent pas. Militants, journalistes, juristes et simples citoyens s'y retrouvent chaque jour depuis plus d'1 mois. Leur message est clair, rendez-nous notre justice. À l'origine de cette mobilisation, un projet de loi voté en urgence, affaiblissant les agences indépendantes chargées de lutter contre la corruption. En première ligne, la NABU, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, souvent comparée au FBI ukrainien. Créée en 2015 sous pression occidentale, la NABU avait pour mission de traquer les abus de pouvoir, les pots de vin, les détournements de fonds. Mais cet été, son indépendance était soudainement menacée par une révision de la loi sur ses modalités de nomination, un changement jugé dangereux. Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de rupture avec les vieilles pratiques politiques, se retrouve au centre d'une crise de confiance. Pourquoi ce revirement ? Et surtout, à qui profite cette remise en question ? Officiellement, le gouvernement évoquait un simple ajustement technique. Mais dans les faits, c'était une tentative de reprise de contrôle. Beaucoup y ont vu une manœuvre pour freiner certaines enquêtes sensibles, raconte une personne interrogée. En coulisses, plusieurs dossiers explosifs visaient des membres influents du Parlement, et même des proches du pouvoir. Pour les ONG de surveillance démocratique, le timing ne laissait aucun doute. La volonté d'enterrer des affaires trop gênantes. En réponse, la rue s'est soulevée. Un mouvement spontané, né des réseaux sociaux, relayé par des journalistes indépendants et des influenceurs anticorruption. À Kiev, Lviv ou Odessa, des milliers de citoyens se sont rassemblés dans les rues pour défendre ce qu'ils appellent l'âme de la démocratie ukrainienne. Les partenaires internationaux, eux aussi, n'ont pas tardé à réagir. L'Union européenne, les États-Unis, mais aussi le FMI ont fait pression sur le gouvernement. Des aides financières cruciales étaient en jeu. Sans garantie d'une justice indépendante, pas de soutien. Il ne s'agit pas d'ingérence. Ce que nous demandons, c'est le respect des standards que l'Ukraine elle-même a adoptés. Une justice transparente, pour un pays qui aspire à rejoindre l'Europe, explique un diplomate européen. Le 25 juillet dernier, sous la pression, le Parlement ukrainien fait marche arrière. L'indépendance de la NABU est rétablie. Un soulagement, mais aussi une alerte. Car ce n'est pas la première fois que le pouvoir tente de remettre en question les mécanismes de contrôle. En 2020 déjà, la Cour constitutionnelle avait tenté de réduire les prérogatives de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Une manœuvre qui avait provoqué un tollé international. Pour les militants anticorruption, cette lutte est une guerre d'usure. La Russie, en embuscade, observe chaque faille. Pour eux, affaiblir les institutions,
c'est aussi affaiblir la démocratie ukrainienne, déjà éprouvée par l'invasion. Chaque recul dans la transparence est une victoire pour Poutine. Ce que nous voulons, c'est montrer que l'Ukraine peut être un État de droit, même en temps de guerre. Aujourd'hui, l'agence NABU est toujours debout. Elle enquête sur des fraudes liées à des marchés publics dans l'armée, sur des oligarques liés à des réseaux d'influence, sur des détournements de fonds humanitaires. Des enquêtes sensibles, et souvent dangereuses. Pour l'Ukraine, ce combat est donc double. Contre l'occupant russe, sur le front de l'Est. Et contre les réseaux de corruption, en interne. Deux batailles, pour un même objectif. Construire un avenir libre, juste et crédible. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. Il a choisi l'unité, l'écoute et la modernité. 100 jours après son élection, le pape Léon XIV trace les premières lignes de son pontificat à Rome, à Lisbonne ou à travers le monde. Ses prises de parole suscitent espoir, réflexion et parfois débat. Son message est clair, il est de réconcilier l'Église avec son époque, tendre la main aux jeunes et faire renaître les spiritualités au cœur des sociétés divisées. Voici le bilan des 100 premiers jours. 100 jours. Une période courte, mais déjà révélatrice d'un style. Depuis son élection au siège de Pierre, le pape Léon XIV imprime une nouvelle dynamique à l'Église catholique. Successeur de François, Léon XIV, ancien archevêque de Toulouse, s'est présenté dès le premier jour comme un homme d'unité. Pas de grande rupture, mais une volonté de pacifier, de rassembler, et de poser un regard apaisé sur les tensions internes de l'Église. Léon XIV n'est pas un révolutionnaire, mais un réconciliateur. Il cherche à penser les divisions, pas à provoquer de nouveaux débats. Sur le terrain, le pape multiplie les gestes forts. En participant aux Journées mondiales de la jeunesse, il tend la main à une génération en quête de repères. À Lisbonne, son discours sobre mais profond a marqué les esprits, appel à la fraternité, à la justice, et à une foi incarnée dans le monde. Je vous écoute, je vous comprends, a-t-il lancé à ces milliers de jeunes rassemblés autour de lui. Un langage direct, loin des dogmes rigides, qui séduit une frange de la jeunesse. Sur les questions sociétales, Léon XIV maintient une ligne d'équilibre, ni conservateur acharné, ni réformateur radical. Il invite à la patience, au discernement, tout en affirmant une Église qui doit rester fidèle à sa mission d'accueil. Il parle moins fort que ses prédécesseurs. Mais il est peut-être plus écouté. Les prochaines étapes seront scrutées de près, synode sur l'avenir de l'Église, réforme de la curie, place des femmes, rôle des laïcs. Autant de dossiers délicats que le pape souhaite aborder avec prudence mais détermination. En conclusion, en 100 jours, Léon XIV n'a pas cherché à bouleverser l'institution. Il veut l'apaiser, la relier au monde sans la diluer. Un souffle spirituel, tout en humilité, qui redonne à Rome une voix singulière. C'est une découverte fascinante venue des profondeurs extrêmes de notre planète, à plus de 9000 mètres sous la surface, dans les abysses du Pacifique. Les scientifiques ont observé une faune insoupçonnée, là où la lumière ne pénètre plus, où la pression est écrasante. La vie prospère différemment, certes, mais les créatures se nourrissent non pas de lumière, mais de chimie, et une plongée dans les mystères de l'océan que nous font découvrir nos équipes. Bienvenue à près de 10 000 mètres sous la surface. Un monde de ténèbres, de silence, et pourtant, un monde bien vivant. Des sous-marins scientifiques, pilotés depuis le Japon, ont exploré les fosses océaniques les plus profondes du nord-ouest Pacifique. Objectif, étudier la vie dans des conditions extrêmes. Résultat, une abondance inattendue d'êtres vivants. À ces profondeurs, la lumière est absente, la pression colossale, mais des espèces rares y prospèrent. Des poissons escargots, des vers tubicoles, des micro-organismes, des communautés entières vivant non pas grâce au soleil, mais en exploitant les réactions chimiques du fond marin. L'eau de mer infiltrée dans les sédiments profonds se charge en composés chimiques comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène. En remontant, elle nourrit des êtres qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Ce phénomène s'appelle la chimiosynthèse. À l'inverse de la photosynthèse, qui dépend du soleil, cette méthode permet à la vie de se développer dans l'obscurité, grâce aux éléments issus des réactions géologiques. Ces zones profondes agissent comme des oasis pour une faune discrète, mais résistante. Certaines espèces pourraient même exister depuis des millions d'années, loin de toute influence humaine. Pour les scientifiques, ces découvertes ne sont pas qu'un émerveillement biologique.
Elle pourrait aussi aider à comprendre l'origine de la vie sur Terre, et peut-être, ailleurs dans l'univers. Une vie sans lumière, mais pas sans miracle. Dans les abysses, la science continue d'éclairer ce que l'œil humain ne voit pas. Il était l'un des visages les plus emblématiques de la saga Fast and the Furious. Paul Walker, à la carrière fulgurante, a trouvé la mort dans un tragique accident en 2013, il y a plus de 10 ans. Les circonstances de ce drame restent encore marquées par la vitesse, la passion des moteurs et une terrible fatalité, retour sur un excès de confiance qui a coûté la vie à une star aimée du grand public. Le 30 novembre 2013, à Valencia, en Californie, la vie de Paul Walker s'est arrêtée brutalement. L'acteur de 40 ans, rendu célèbre par la saga Fast and Furious, meurt dans un accident de voiture aux allures de tragédie symbolique. Ironie du destin, celui qui incarnait la du volant à l'écran, perd la vie dans une Porsche Carrera GT, bolide d'exception connu pour sa puissance et sa difficulté à être maîtrisé. Ce jour-là, Paul Walker ne conduisait pas. Il est passager, son ami Roger Roda est au volant. Tous deux quittent un événement caritatif organisé par leur fondation. Quelques minutes plus tard, la voiture percute un arbre à plus de 150 km/h, se coupe en deux et prend feu. La Carrera GT est une voiture redoutable. Même des pilotes professionnels la trouvent difficile à contrôler, surtout à froid. L'enquête écarte rapidement la thèse d'un dysfonctionnement technique. La vitesse excessive est pointée du doigt. La route, connue pour ses virages et son bitume irrégulier, n'a laissé aucune chance au conducteur. Dans la violence du choc, les deux hommes sont tués instantanément. Les images de la carcasse calcinée font le tour du monde. Hollywood est en deuil. Les fans aussi. Paul Walker laisse derrière lui une fille, une famille dévastée et une communauté bouleversée. À l'écran, il symbolisait la fraternité, la loyauté, la vitesse maîtrisée. Hors écran, sa mort révèle les dangers bien réels des excès mécaniques. 10 ans après, son nom reste lié à la route. Un homme discret, généreux, emporté par sa passion des voitures. Une fin tragique, digne d'un scénario, mais qui n'en était pas un. C'est une ligne de sable, de sang et de silence. La frontière entre les États-Unis et le Mexique a toujours été bien plus qu'une délimitation géographique. Pour l'écrivain américain Cormac McCarthy, disparu en 2023, il symbolisait la violence fondatrice de l'Amérique. Son roman culte Méridien de sang étant une des fresques brutales avec quasi biblique qui continue de fasciner et de déranger. Enquête entre littérature, territoire et mémoire. Regardez. Dans les plaines brûlées du Texas, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine, plane encore l'ombre d'un écrivain solitaire. Cormac McCarthy, figure légendaire des lettres américaines, il a fait de la violence et de la frontière les deux piliers de son œuvre. Dans Méridien de sang, publié en 1985, McCarthy plonge son lecteur dans l'Ouest sauvage, celui des chasseurs de scalps, des massacres d'Indiens, des paysages désertiques. Un roman rude, sans héros, sans rédemption. Avec ce livre, McCarthy brise le mythe romantique du cow-boy. Il décrit une frontière qui n'est plus une promesse d'avenir, mais un théâtre de barbarie et de domination. À El Paso, où il a longtemps vécu, l'auteur a puisé dans les contrastes de la ville frontalière. D'un côté, l'Amérique et ses illusions de puissance. De l'autre, le Mexique et ses fantômes d'histoire. La frontière, chez McCarthy, n'est pas un mur. C'est une ligne mouvante, instable, qui révèle la nature profonde de l'homme. Aujourd'hui, alors que le mur frontalier fait débat, le roman Méridien de sang retrouve une résonance particulière. McCarthy y décrivait déjà une frontière qui sépare les corps, mais surtout les âmes. Il nous a quittés en 2023, à l'âge de 89 ans. Mais ces mots, eux, continuent de tracer des cicatrices dans le sable de l'Ouest. Partons en Corse où une sortie touristique a viré au drame mercredi après-midi. Un petit train destiné aux vacanciers a déraillé sur la route des Sanguinaires à Ajaccio.
Le dernier wagon s'est retourné, faisant 18 blessés, dont plusieurs enfants. 4 personnes sont dans un état grave, même si aucun pronostic vital n'est engagé à cette heure. Le conducteur de train, âgé de 70 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête est d'ailleurs en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Voici les détails de cette journée qui a basculé à l'horreur. La scène a plongé la ville d'Ajaccio dans la stupeur. Mercredi après-midi, un petit train touristique a déraillé sur la route des Sanguinaires, un axe très fréquenté, notamment l'été. Le dernier wagon s'est retourné, blessant 18 personnes, dont des enfants en bas âge. Un accident d'une rare violence, qui soulève ce soir de nombreuses questions. Le train transportait une vingtaine de passagers, principalement des touristes, français, britanniques, mais aussi néerlandais. Certains étaient des croisiéristes descendus pour quelques heures sur l'île de Beauté. À l'approche d'un virage, le dernier wagon se détache. Sous l'effet de la vitesse, il bascule et se renverse, provoquant une panique générale. Rapidement, les secours sont mobilisés. 6 véhicules de pompiers convergent vers les lieux. 18 blessés sont transportés à l'hôpital d'Ajaccio, dont 6 enfants âgés de 2 à 10 ans. Selon la préfecture de Corse du Sud, 4 personnes sont grièvement blessées, dont 2 enfants hospitalisés en urgence absolue. Mais à la mi-journée, le procureur a rassuré, aucun pronostic vital n'est engagé. Les blessures les plus graves sont liées à des écrasements de membres. Très vite, une enquête est ouverte pour blessures involontaires. Le parquet a demandé à l'inspection du travail d'intervenir. L'objectif, déterminer si des négligences ou des fautes techniques ont pu conduire au drame. L'un des points au cœur des investigations, la vitesse du convoi. Selon les premiers éléments, la vitesse excessive pourrait être à l'origine du basculement du wagon. Nous avons ouvert une information judiciaire. Le conducteur du petit train, un homme de 70 ans, a été placé en garde à vue. Il est entendu par la police sur les conditions exactes de circulation. Ce petit train touristique, très prisé des vacanciers, circule habituellement sur une portion de route de 7 km le long du littoral. Une route fréquentée, mais aussi sinueuse et parfois glissante. Le choc a provoqué une onde de solidarité à Ajaccio. Plusieurs témoins sont intervenus pour aider les blessés, en attendant l'arrivée des secours. On a entendu des cris, le train s'est arrêté d'un coup. Des gens étaient au sol, des enfants pleuraient. On a fait ce qu'on a pu pour les aider. Racontent des témoins. L'état de santé des blessés reste suivi de près. Les 2 enfants en urgence absolue ont été stabilisés. Le conducteur, lui, pourrait faire l'objet de poursuites en cas de manquement avéré. En pleine saison touristique, cet accident relance aussi le débat sur la sécurité de ces petits trains touristiques, nombreux en bord de mer ou en zone montagneuse. Une journée qui devait être festive a viré au drame. L'émotion est vive à Ajaccio, et les autorités promettent de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident. Voilà donc ce que nous pouvions retenir de l'actualité en ce samedi 2 août 2025. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et on se donne rendez-vous évidemment samedi prochain pour d'autres informations. D'ici là, passez un très bon week-end et par avance une très belle semaine. À samedi prochain. Merci et bonsoir.